BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, il est midi 22. Michel Biraud, directeur exécutif achat et marketing de Lidl France, est avec nous. Bonjour Michel Biraud. Bonjour Guillaume Paul. Alors j'ai encore vu des choses en préparant cette interview, encore des nouveautés lâchées. C'est toujours, il y a eu les baskets, il y aura peut-être encore les baskets, je ne sais pas. Là, vous lancez un amplificateur de Wi-Fi à prix cassé. J'ai vu un robinet pour économiser sur sa facture d'eau. J'ai vu une friteuse à 20 €. Ça continue, ces petits produits qu'on trouve pas ailleurs là chez Lidl. Ça ne va certainement pas s'arrêter, bien évidemment. C'est un peu notre force, ces achats malins. Après, j'aime pas trop le terme de prix cassé parce qu'on ne casse pas les prix, on le vend au juste prix. C'est-à-dire que nous, on réduit nos marges, on a des coûts de structure bien moindres que beaucoup d'autres enseignes, et donc on arrive à vendre effectivement à des prix défiant toute concurrence. Bon. Et des produits de grande qualité. Ah, mais j'entends bien. Et les baskets, on les reverra ou pas? Bien sûr. Bah, ça a fait un carton l'année dernière, il y a 1 an et demi, et on les a refait le 3 juin de cette année. On a rajouté des draps de bain, on a rajouté des claquettes, des chaussettes, plein de choses. Et non, ça a cartonné, donc bien évidemment qu'on va les refaire. Et ça va rester la marque de fabrique de Lidl, évidemment, tous ces produits. Bon, le pouvoir d'achat, Michel Biraud, est-ce que vous sentez que vos clients vous en demandent déjà plus? Comme on dit, plus qu'hier et bien moins que demain. Là, ça va être. On vous attend peut-être plus, vous, que d'autres acteurs sur le pouvoir d'achat en cette rentrée, forcément. Nous, si vous voulez, on a toujours été sur ce modèle de meilleur rapport qualité-prix. Donc, on fait le pouvoir d'achat, c'est au cœur de nos préoccupations. On y fait très attention. Mais on fait très attention aussi à la qualité, parce que vous pouvez amener des clients dans vos magasins à coup de publicité, à coup de plein de choses. Mais si vous voulez qu'ils reviennent, il faut que la qualité soit présente. Donc, toujours la meilleure qualité au meilleur prix. Ça, c'est essentiel pour nous. Le pouvoir d'achat 2020, il a été quand même bien malmené par la crise qu'on connaît tous. Et donc, je voulais juste peut-être faire ne pas alarmer, parce qu'il y a beaucoup de journalistes et de chaînes qui parlent de l'augmentation des tarifs. Il n'y a pas de panique, l'essence a explosé, là on n'en parle pas trop, les EDF a explosé, on n'en parle pas trop. Voilà, les pâtes augmentent, mais on va une fois de plus faire le tampon. Donc si nous on se prend 15% de hausse, on ne va pas forcément répercuter 15% de hausse sur le prix de vente. Donc voilà, il y aura quelques petites hausses sur les pâtes, sur les confitures peut-être, parce qu'il y a eu un manque de fruits en début de saison du fait du gel. Mais il ne faut surtout pas être alarmiste, parce que hier j'étais en magasin, j'ai déjà commencé à voir des rayons de pâtes se vider, parce qu'on parle de pénurie. Il n'y a pas de pénurie de blé dur. La récolte a été un peu moins bonne que d'autres années, donc le prix augmente, et si on paye, on a la marchandise. Si vous ne le répercutez pas, ça veut dire que ça va être les transformateurs vont être de leurs frais, c'est ça qui va se passer finalement. Moi j'ai payé 15% de hausse sur les pâtes. Vous avez payé 15% de hausse sur les pâtes. De toute façon, les pâtes, on est dans une telle situation sur le blé dur. Si on ne paye pas, celui qui ne paye pas, il n'aura plus de pâtes dans ses magasins. Donc il faut payer. Nous, on l'a fait la semaine dernière, on a répercuté une partie sur le prix de vente consommateur. Comment ça se passe les relations avec les transformateurs, les industriels en ce moment? Écoutez, nous, ça se passe relativement bien. Eux disent sous couvert d'anonymat, ça ne se passe pas bien, évidemment. Voilà, toujours, quand vous écoutez l'ANIA, l'ILEC, ça se passe toujours très mal. Mais nous, en tout cas, on a de très bonnes relations avec nos industriels. Peut-être aussi parce que 90% de nos produits sont des marques distributeurs. Donc on n'est pas dans ces schéma de marque nationale, de convention, de marge arrière, de convention commerciale ou de coopération commerciale. Voilà, on est dans la simplicité, on construit un prix d'achat avec nos partenaires, avec qui on travaille depuis 20-25 ans. Je cite Michel-Édouard Leclerc, qui était chez nos confrères de BFM TV il y a quelques jours, qui dit: il y a une spéculation sur un manque, alors il visait les transformateurs, il y a une spéculation sur un manque de disponibilité du blé et du maïs. Ceux qui osent dire qu'ils seront plus chers sont ceux qui ont spéculé. Nous avons donné consigne aux équipes de Leclerc de ne pas laisser passer des hausses spéculatives. Dites donc, ambiance. Alors, quand on lit ça. Oui, après c'est les propos de Michel-Édouard Leclerc. Maintenant, je pense qu'il n'y a absolument pas de spéculation sur le blé dur. Ça va attendre un climat quand même, des petites phrases comme ça. Après, mes équipes vont toujours faire les choses avec beaucoup de discernement. Bien évidemment, quand un grand fabricant de soda très connu nous demande 12% de hausse, c'est compliqué à passer. Quand on connaît le prix d'achat en France et qu'on connaît également le prix d'achat de la même canette fabriquée au même endroit chez mes confrères en Italie ou en Espagne. Donc là, c'est compliqué. Mais quand on parle de blé dur et qu'on connaît la récolte de blé dur, bien évidemment, c'est du bon sens paysan. Il faut payer la hausse, bien évidemment. Donc toujours avec beaucoup de discernement, et on avance de cette façon-là. Est-ce que vous allez faire du lobbying là auprès du Sénat? On va commencer à discuter cette proposition de loi qui vise une de plus à protéger la rémunération des agriculteurs. C'est la proposition Besson-Moreau qui a été un petit peu retapée, voilà. Qui vous défavorise en termes de rapport de force avec les distributeurs et puis avec les industriels et puis aussi les agriculteurs finalement. Voilà. Je trouve toujours dommage
dommage. Egalim 1, je l'avais dit en 2019, les initiatives sont belles, mais Egalim 1 ne peut pas fonctionner quand vous avez en face une loi de modernisation de l'économie depuis 2008 qui dit l'inverse de ce que dit Egalim. Oui. Donc ce sont deux lois qui ne peuvent pas coexister et donc ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, il y a Egalim 2, la proposition de loi de Grégory Besson-Moreau. Ouais. 500 amendements déposés, 500 amendements. Oui, mais ça... Donc qui a déposé les 500 amendements ou bien sûr les parlementaires, mais qui les a poussés? Donc certains disent mesure électorale avant les élections pour caresser les agriculteurs dans le sens du poil, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que vous dites je ne vais pas aller dans ces sujets-là, mais ce qui est sûr, c'est que Egalim 2 doit fonctionner, sinon on va avoir un vrai problème dans le monde agricole et on va avoir de gros soucis d'approvisionnement, en tout cas de matières premières françaises, et c'est aussi pour sauvegarder la souveraineté alimentaire française. Est-ce qu'il faut sanctuariser le prix de production? C'était ça l'objet d'origine. Pour moi, c'est essentiel, mais ça je le dis depuis 5 ans. Si on ne sanctuarise pas le coût de production, on n'y arrivera pas. Il faut partir de la base. Mais une fois de plus, la loi de modernisation de l'économie nous dit de partir d'un tarif général qui sort du chapeau. Donc les deux peuvent pas fonctionner. Mais oui, il faut partir du coût de production et après on construit et on pourra continuer à se bagarrer entre les grands groupes multinationaux et nous distributeurs. Mais il faut protéger le coût de production de l'éleveur, c'est essentiel. Lidl, part de marché en France, c'est combien la part de marché Lidl en France? Alors selon 6-7%, 6,5%. On est dans ces eaux-là. Bon, vous réfutez le terme de hard discounter depuis des années. C'est un gros mot chez nous. Voilà, on a changé de registre. Alors, quand même quelques acteurs qui arrivent là, Supeco, voilà, c'est l'enseigne hard discount de Carrefour qui va arriver. On a un discounter russe qui arrive, qui promet des prix 30% plus bas que chez Lidl. Sur la base de ce qu'on a vu en Grande-Bretagne, ils disent en tout cas c'est ça. Ils vous font peur ces acteurs? Parce qu'eux se revendiquent comme hard discounters, ce qui n'est pas votre cas, mais quand même est-ce qu'ils vous font peur? Non, alors on n'est pas du tout inquiet, on suit bien évidemment, ça fait partie de notre secteur, donc on suit attentivement. Mais Supeco aujourd'hui, ils ont ouvert je crois le 18 ou 19e magasin. Lidl en a 1600 en France, donc pour l'instant, pas trop d'inquiétude. Et ils ne sont pas sur le même modèle, ils ont 3000 références quand on en a la moitié. Le russe dont vous parlez, qui est Méré ou Mère, selon la prononciation, pour l'instant, il n'a pas de magasin en France. On va ouvrir 2-3 à la prochaine. Et 30% moins cher que Lidl, j'entends, mais d'où ils cherchent la marchandise? Certainement pas en France. Ils disent on fait des économies sur l'emballage. Mais avec 30% moins cher, il ne payera pas correctement le monde agricole. Ça, je peux vous le garantir. Supeco, alors Supeco, derrière c'est Carrefour. Qu'est-ce que vous dites? On est du verbe naître hard discounter, on ne devient pas hard discounter, un peu comme on disait des low cost dans le secteur aérien, on est low cost, on ne devient pas low cost finalement, vous dites. Supeco, vous l'avez dit, est rattaché à Carrefour, donc je pense que les centrales d'achat sont également rattachées à Carrefour, donc bon, je ne suis pas sûr qu'avec 19 magasins, alors certes ils ont la puissance de Carrefour derrière, mais je ne suis pas certain que, en tout cas on n'est pas inquiet du tout. Vous n'êtes pas inquiet, non, voilà, vous avez votre positionnement, vous êtes monté en gamme, vous avez changé un peu de registre et vous êtes confiant pour cette rentrée, comment elle se précise? On est monté en gamme, mais toujours avec un prix attractif. Ça, c'est très important. Vous l'avez dit, le pouvoir d'achat a été malmené et on peut dire ce qu'on veut, les consommateurs achètent avec leur porte-monnaie. 6-7% de part de marché dans vos rêves les plus fous dans quelques années, on est à combien en France chez Lidl? On n'a pas de prétention à vouloir détrôner qui que ce soit. On pense avoir notre place en France, on pense qu'il y a encore du potentiel, donc on ne va pas s'arrêter à 1600 magasins, mais on n'a pas d'objectif à dire on veut détrôner Intermarché avec 15 ou 16%. Non, pas du tout. Non. On a aujourd'hui 6,5%. On va certainement grappiller encore quelques points, mais voilà, aucune prétention. On est dans le monde de la distribution et dans un monde très concurrentiel et on avance petit à petit. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un modèle qui plaît aux consommateurs français parce que c'est un modèle de simplicité, de proximité, avec un super rapport qualité-prix. Et surtout, c'est malin de venir faire les bonnes affaires chez Lidl et les quelques produits que vous avez cités. On vous souhaite de continuer à faire les trublions et à engranger de plus en plus de clients. Merci beaucoup, Michel Biraud. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir, directeur exécutif achat et marketing de Lidl France.